Aujourd'hui, on est là pour parler du coup de la transparence salariale. J'ai encore un invité qui arrive, je le rajoute. Voilà. Bienvenue aux derniers arrivants que je viens d'ajouter. Transparence salariale, essayer de répondre à vos questions en tant qu'élu, à celles que peuvent se poser les salariés, essayer de démêler un petit peu le vrai du faux, ce qu'on sait déjà avec la directive, ce qu'on attend avec le projet de loi. On va essayer de... Je vais vous donner ce que moi j'ai compris des textes, où on en est, et puis on va essayer de voir ce qui vous intéresse. Hop. J'ai encore des arrivants, ça bip en même temps que j'accepte. Juste en 2 mots, avant de démarrer, peut-être vous redire, me présenter en 2 secondes. Donc moi, je m'appelle Agnès Castel, je suis juriste en droit du travail chez Kiro, spécialiste de la rédaction. C'est moi qui m'occupe de toute la partie contenu chez Kiro. Vraiment essayer de vulgariser, vous expliquer le plus simplement possible, notamment par le biais de la newsletter qu'on fait chaque jeudi. Vous avez peut-être eu l'occasion de lire certains de mes articles. Chez Kiro, si vous êtes là, c'est que vous nous connaissez sans doute. On est un partenaire juridique du CSE très complet puisqu'on intervient sur différents services. Du support juridique où on vous met des juristes en relation, que ce soit par chat, téléphone, pour vous faire gagner du temps et répondre à vos différentes questions. On fait de l'externalisation de PV de réunion. On fait toutes les formations du CSE, la formation économique, SST, référent harcèlement et bien d'autres. Des formations d'actualité sociale aussi qu'on vous prépare chaque trimestre pour bien connaître les droits du CSE et des salariés. Et on fait aussi habilité à faire les différentes expertises, par exemple celles sur les consultations obligatoires du CSE. Voilà pour le petit aparté sur qui on est. Et je vais attaquer direct dans le vif du sujet parce que je pense que là, tout le monde est arrivé. Commencer déjà par le contexte, parce qu'on a tous entendu parler de transparence salariale, mais d'où ça vient exactement, d'une directive européenne, ok, laquelle? Donc c'est celle-là, une directive qui a quand même été adoptée, on l'oublie de temps en temps, mais elle a été adoptée en mai 2023, donc ça fait quand même 3 ans déjà qu'on sait que cette directive arrive. C'est un temps assez long quand même pour se préparer, mais comme quoi ça n'a pas suffi, puisque au niveau du droit français, on ne sera pas à jour sur le délai de transposition qui est de 3 ans et qui arrive à échéance le 7 juin 2026. Mais voilà, on va y revenir, je vous expliquerai tous les délais, mais voilà, l'idée c'est vraiment aujourd'hui de dire on a un droit européen qui va imposer des nouvelles choses en matière de transparence salariale, qu'il va falloir le transposer en droit français. Pourquoi cette directive est arrivée? Tout simplement en partant au départ d'un constat d'écart de rémunération trop important entre les femmes et les hommes. Donc on a des chiffres, donc 13% en 2020 par exemple. On se dit l'écart est énorme, comment le résorber? Et une des moyens d'action, c'est vraiment de dire on met davantage de transparence. S'il y a plus de transparence, les écarts seront plus visibles et on trouvera des solutions pour les résorber. D'où l'adoption de cette directive, qui va prévoir des choses aussi bien avant l'embauche qu'en cours d'exécution du contrat. Donc, je vais vous séparer les mesures après, ce qui concerne les candidats, le recrutement, et ce qui concerne les salariés en poste, et ce qui va concerner le rôle du CSE. La présentation, elle va se faire un peu comme ça. Mais voilà, donc l'idée, c'est aujourd'hui, c'est de dire, on a une directive qui arrive, qui va s'imposer, qui doit être transposée. La loi n'est pas prête, ok, mais qu'est-ce qu'on sait déjà qui va arriver au vu de la directive? Donc, c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Je commence par le sujet qui est sans doute le plus simple et qui prête le moins à polémique, c'est pour les candidats au recrutement. Donc, la directive, elle prévoit plusieurs choses. Déjà, il serait interdit de demander le salaire actuel ou les rémunérations précédentes d'un candidat. Ce n'est pas une nouveauté absolue, puisque la CNIL dit déjà qu'il ne faut pas le faire, mais là, ça sera vraiment inscrit noir sur blanc dans la future loi, logiquement. Le candidat qui postule n'est pas obligé de révéler son salaire. D'ailleurs, l'employeur ne doit absolument pas lui demander. Aussi un moyen de ne pas aligner à la baisse, que l'employeur se dise « Ah, il est payé que ça, c'est bon, je peux négocier ça ». L'idée, c'est vraiment que là-dessus, il n'y ait pas besoin d'en parler. L'autre grosse mesure, c'est que le candidat doit savoir un peu à combien est le poste en termes de salaire. Ce qui va disparaître, c'est toutes les formulations vagues que vous verrez dans les offres d'emploi du type rémunération à définir, salaire selon profil, tout ça, ça va être interdit. Il faudra vraiment que l'offre d'emploi mentionne une rémunération initiale ou une fourchette, autrement dit, entre temps et temps. Il faudra aussi mentionner s'il y a des dispositions pertinentes dans la convention collective applicable dans l'entreprise, notamment des minimales de salaire pour ce type de poste, pour que la personne ait une bonne notion avant de négocier son salaire de ses droits, tout simplement. Du coup, ça, c'est ce que prévoit la directive. L'avant-projet de loi qu'on a aujourd'hui, mais qui reste vague, se dirige vers une notion de fourchette, donc pas de rémunération précise.
Reste à voir jusqu'où ira la fourchette. C'est sûr que si c'est un salaire entre, par exemple, 30 000 euros annuels et 35 000, la fourchette est affinée. Le candidat sait ce que c'est. Si c'est entre 25 000 euros et 50 000 euros, là, ça reste très, très vague. Donc, je ne sais pas jusqu'où ira l'obligation aujourd'hui, mais en tout cas, il devra y avoir des chiffres précis. S'il n'y a pas d'offre d'emploi, l'obligation ne disparaîtra pas pour autant. Il faudra que l'employeur donne cette info juste avant ou juste après l'entretien d'embauche, normalement. Est-ce que vous avez des questions sur la partie candidat? Avant que je démarre sur la partie salariée, n'hésitez pas à allumer un micro s'il y a un point que vous voulez approfondir. Pour les offres d'emploi en interne et en externe pour la tranche salariale ou pas du tout? Ou que externe? Enfin, je ne sais pas si ça change quelque chose, mais... Alors, c'est pas précisé tel quel, mais à mon sens, vu que moi, je dirais que c'est toutes, parce qu'ils disent que même quand il n'y a pas d'offre d'emploi publiée, la version où on se dirige, je pense que ça sera tout le monde. Ok. Ouais. En gros du sujet, du coup, ça va être les salariés. Ah, j'ai encore un invité qui arrive, je l'ajoute en même temps. Hop. Donc, au niveau des salariés, la directive, ce qu'elle dit noir sur blanc, c'est les employeurs doivent mettre à disposition les critères utilisés pour déterminer la rémunération, les niveaux de rémunération, la progression des rémunérations, performance individuelle, développement des compétences, ancienneté. Il va falloir justifier pourquoi telle personne a progressé plus que telle autre, pourquoi elle a tel niveau de rémunération, quel est son niveau de rémunération. Voilà. C'est vraiment ces trois critères-là où il va falloir donner des informations. L'idée, en fait, c'est de comprendre comment vont se calculer les rémunérations en interne et pourquoi il y a des écarts le cas échéant. Donc, ça, c'est un peu vague. On va rentrer concrètement dans les mesures qui sont prévues, dans les changements concrets. On aura le droit de parler de sa rémunération entre collègues librement. Et on ne pourra pas avoir une clause dans le contrat qui impose une confidentialité là-dessus. On aura le droit ensuite d'obtenir des informations sur sa rémunération individuelle. L'employeur devra répondre, donc en interrogation, comme je vous disais, pourquoi on a progressé ou pas. On aura le droit aussi d'obtenir, et ça c'est la grosse nouveauté, les rémunérations moyennes classées par sexe pour les catégories de travailleurs effectuant le même travail ou un travail de valeur égale. Ça va être le gros du sujet. Autrement dit, qu'est-ce qu'on va avoir exactement? Quelle est la notion de travail de valeur égale? Donc, je vais revenir un peu dessus parce que c'est vraiment la grosse nouveauté aujourd'hui. Pour se comparer aux autres travailleurs, donc on va être classé dans des catégories de travail à valeur égale. Comment on le définit? La directive nous donne des critères à prendre en compte, les compétences, les efforts, les responsabilités, les conditions de travail ou tout autre facteur pertinent pour l'emploi ou le poste. On a aujourd'hui une définition dans le Code du travail, je vous l'ai remis, sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent un ensemble comparable de connaissances professionnelles. On voit que cette définition ne colle pas tout à fait à la directive. Donc, dans l'avant-projet de loi, a priori, on prévoit de modifier la définition au Code du travail pour y ajouter la prise en compte des compétences non techniques et aussi des conditions de travail. On va voir comment évolue le projet de loi, mais voilà, l'idée, c'est de rediscuter sur ces différents points pour s'aligner de mieux en mieux à la directive. Qui va établir ces fameuses catégories pour se comparer entre salariés? Là-dessus, la directive n'avait pas prévu grand-chose, donc on sait dans le projet de loi qu'a priori, la priorité serait à l'accord d'entreprise. Ce n'est qu'à défaut qu'on regarderait l'accord de branche, donc la convention collective. Et si là non plus, il n'y a rien de prévu, il faudrait que l'employeur prenne une décision unilatérale et qui serait valable 3 ans et vous consulte en tant que CSE sur cette décision unilatérale et pourquoi il a établi telle catégorie. Sachant que ça reste un vaste sujet, puisque l'idée, c'est vraiment de sortir des cases classiques. On va pouvoir comparer des métiers complètement différents, en poste administratif, en poste technique. Voilà, s'il y a des points communs dans l'autonomie, la responsabilité, le management, enfin, on va essayer de comparer des choses très, très différentes. Donc, il y a beaucoup de possibilités pour établir une catégorie. Donc, il y aura beaucoup de discussions probablement dans les entreprises et un gros travail à faire. Une fois que les catégories sont faites ou à faire, donc les salariés doivent avoir des infos sur la rémunération moyenne de leur catégorie. Comment ils ont cette info-là? On a des choses dans la directive qui pourra faire une demande d'information. Donc, soit les salariés directement, soit par l'intermédiaire des délégués syndicaux ou des élus CSE. On pourrait poser des questions pour eux, servir d'intermédiaire. La directive prévoit qu'il y aura une réponse écrite dans un délai de 2 mois maximum. Donc, à déterminer par la future loi si on reste sur 2 mois ou sur moins, mais l'employeur devra répondre quand même assez rapidement, une fois qu'il y a une demande écrite. Et
et cette demande pourra être renouvelée régulièrement, et de toute façon, chaque année, l'employeur doit informer les salariés de ce droit d'information sur les catégories. Donc, autrement dit, ce n'est pas une seule fois on le fait à date et on s'arrête. Tous les ans, le sujet risque de revenir et l'employeur devra de nouveau justifier les catégories. Les entreprises visées par cette obligation dont je viens de vous parler, c'est toutes les entreprises, quel que soit leur effectif, même les petites entreprises. La seule exception à date qui serait prévue dans le cadre de l'avant-projet de loi, c'est que l'employeur n'aurait pas à transmettre sur une catégorie dans le cas particulier où le seuil est trop petit. Autrement dit, si on arrive à identifier le salarié, parce que la catégorie est toute petite, on va savoir de qui on parle en termes de tranche de salaire. Dans ce cas-là, il y aura une exception sur la transmission d'informations. L'idée, ce n'est pas qu'on ait la rémunération personnelle de chacun de ses collègues, mais juste une rémunération moyenne. Les hommes dans ma catégorie sont payés tant, les femmes sont payées tant, et moi, je suis dans cette catégorie-là, et bizarrement, il y a un écart. Pourquoi ? C'est vraiment ça qu'on doit avoir, pas de se dire telle personne-là, monsieur machin, il est payé tant. C'est pas ça qu'on aura, c'est plutôt une notion dans sa catégorie du salaire moyen. Oui, j'ai une question. Oui, bonjour. J'ai une question concernant ce sujet. Nous sommes une entreprise de moins de 50 salariés. Oui. On est 47 et j'avais noté que justement, il n'y avait pas d'obligation pour les sociétés de moins de 50. Alors, il y aura pas, on ne passera pas par l'index parce que vous n'êtes pas soumis à l'index à moins de 50, mais vous êtes quand même concerné par cette notion d'avoir un salaire moyen et d'établir des catégories de travail égal, salaire égal, à mon sens. En fait, voilà, ça passera pas. On va le développer après. Il y a des indicateurs à faire dans le cadre de l'index et un indicateur sur ce sujet-là, avec tout un processus derrière. Vous, ça ne passera pas par ce cadre-là. Par contre, l'employeur doit quand même répondre à la transparence des rémunérations. Très bien. Merci beaucoup. Oui, j'ai une autre question. Oui, bonjour. Bonjour. Pour les catégories de postes où il y a effectivement peu d'effectifs, voire un effectif, du coup, il n'y a aucune communication prévue dessus. Comment ça peut fonctionner concrètement ? Alors, c'est ce qu'on va voir. C'est une exception qui arriverait, entre guillemets, dans le projet de loi. Je ne sais pas comment ça va passer, pas passer, mais l'idée, en gros, c'est que l'employeur puisse dire j'ai telle catégorie, telle catégorie, telle catégorie. Celle-là, elle est incalculable parce que je n'ai pas assez de salariés dedans, donc je ne vous donne pas la rémunération moyenne. C'est qu'il doit pouvoir justifier. Il n'y aura pas que des catégories incalculables, logiquement, sauf s'il y a un effectif de 2 salariés. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment dans certaines catégories, si c'est trop petit, il n'y a pas de notion de trop petit, mais l'idée, c'est qu'on n'arrive pas à identifier vraiment le salarié concerné. Donc, il faut être plusieurs dans une catégorie. Il n'y aurait même pas de fourchette dans ces cas-là ? Pour l'instant, je n'ai pas plus d'informations. On a juste la phrase que je vous ai mise, il y aura des décrets, et le projet de loi sera peut-être plus précis à terme. On sait juste qu'il y aurait une possibilité d'exception, a priori. Dans les discussions en cours, ils prévoient de mettre peut-être une exception quand il y a un certain seuil, mais je ne sais pas ce seuil-là, s'il serait à 2, 3, aucune idée. D'accord, merci. Hop, j'ai encore un invité qui arrive, que j'accepte en même temps. J'avais une autre question. Ouais, le jeu des directions, en fait, ce sera de faire que des exceptions, donc que des libellés d'emplois différents. Alors, non, on ne pourra pas parce que les catégories, elles doivent être justifiées quand même un minimum. Hein, et puis, ils ne peuvent pas avoir que des catégories impossibles, sinon les salariés, c'est n'importe quoi, ça ne serait pas classé. Oui, après, il faut faire attention de dire pourquoi là, il est tout seul dans la catégorie. Vous pourrez poser des questions, hein, bien entendu, de se dire, tiens, c'est bizarre, pourquoi on ne peut pas rajouter une autre catégorie. Il faudra discuter de tous ces sujets-là, hein, c'est sûr. Mais les catégories, elles ne seront pas faites en lien avec les élus. Alors, elles sont faites par accord, priorité accord d'entreprise, ce que je vous disais. Donc, normalement, c'est les délégués syndicaux, mais quand il n'y en a pas, il y a des possibilités de négociation avec le CSE. À défaut, la convention collective, donc là, l'employeur ne fait pas ce qu'il veut non plus. Et s'il y a décision unilatérale, il y a consultation du CSE. Donc, vous pouvez quand même discuter avec l'employeur de ce sujet-là, dans tous les cas. Ok. Oui, j'ai encore une question. Non, vous venez d'y répondre avec la question. Super. Merci. Je continue. Du coup, là, maintenant, je vous ai... Ah, j'ai une question encore, je m'arrête. Oui, excusez-moi. Là, du coup, quand on fait partie d'un groupe, est-ce qu'on parle des catégories entité par entité ou c'est vraiment à l'échelle du groupe ? Alors,
Dans la directive, ce n'était pas précis, donc on avait l'impression que ça pouvait rentrer au niveau du groupe. Mais le projet de loi, là-dessus, il ne s'est pas positionné. Donc, il y a encore une incertitude. Est-ce que ça serait au niveau entreprise ou groupe? Aujourd'hui, je ne peux pas vous répondre avec certitude. À surveiller. Là, maintenant, les mesures dont je vais vous parler par rapport à la question tout à l'heure, c'est vraiment la réforme de l'index. Donc là, ça va concerner les entreprises de moins de 50 salariés. Comme aujourd'hui, l'index égalité femmes-hommes, il est qu'à partir de 50 salariés. On a donc les obligations dont je vous ai parlé, on a un outil qui existe dans le Code du travail et on va essayer de le réformer pour coller au plus près de la directive. Aujourd'hui, notre index égalité femmes-hommes a différents indicateurs où on obtient une note globale. Et il faut les mesurer, donner sa note. Et il y a des mesures éventuellement quand les résultats sont en dessous de 75 ou 85%, mais ce n'est pas très, très précis. Et les choses à faire, ce n'est pas très contraignant. Donc, l'idée, c'est d'aller beaucoup plus loin. Déjà, de revoir qu'est-ce qu'on met dans l'indicateur pour coller à la directive en prévoyant un nouvel indicateur phare qui serait ce fameux indicateur sur l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes par catégorie accomplissant un même travail ou un travail de valeur égale, et de mettre des contraintes aux entreprises concernant cet indicateur. A priori, on voudrait une version allégée pour les plus petites entreprises qui n'auraient pas à le calculer tous les ans. Donc, ça serait tous les 3 ans, entre 50 et 249 salariés, selon la première version du projet de loi, à suivre si ça reste comme ça. On n'aurait pas à le publier sur le site du ministère du Travail, cet indicateur, pour que ça reste plutôt en interne. On transmettrait les résultats aux salariés et au CSE, avec une exception, pareil, comme un peu ce qu'on a dit, si le nombre de salariés dans une catégorie est insuffisante et que la rémunération d'un salarié devient identifiable, dans ce cas-là, on aurait quand même une information du CSE avec une obligation de discrétion des élus. Mais à voir, tout ça, c'est encore de l'avant-projet de loi, ça va rebouger. Il y a une mesure qui est plus surprenante, c'est que carrément, on pourrait négocier dans les entreprises de moins de 100 d'écarter cet indicateur, ce qui un non-sens un peu à la directive, mais l'idée, c'est vraiment d'assouplir peut-être à moins de 100 l'index, à suivre ce que ça va donner. Je vais vous attaquer un peu plus profondément le rôle du CSE avec ce qu'on a dit. Il y a quand même 3 gros rôles aujourd'hui. Déjà, avoir la notion des nouveaux droits qui arrivent, que ce soit sur les offres d'emploi, si vous voyez passer quelque chose qui n'est pas bien. Si un salarié se pose des questions, tout ça, déjà, vous pouvez les sensibiliser, de dire, tiens, tu sais qu'il y a la directive salariale qui arrive, on peut interroger la direction sur ça, si ça te dit, on peut faire des démarches là-dessus. Voilà, il y a toute cette partie qui va être d'informer les salariés sur les nouveaux droits. Il y a votre rôle d'intermédiaire, parce qu'on l'a vu, les salariés peuvent poser des questions directement, mais ils peuvent aussi vous demander de le faire sur le niveau de rémunération individuelle de salariés ou les niveaux de rémunération moyens. Vous êtes légitime à servir d'intermédiaire aux salariés. Si les informations reçues sont inexactes ou incomplètes, vous êtes légitime aussi à demander des précisions, des détails, à interroger la direction là-dessus. Et le plus gros rôle qui arrive aussi, ça sera d'essayer de suivre les indicateurs et les écarts de rémunération. Donc là-dessus, j'essaie de vous développer un peu, mais pareil, tout ce que je vous présente, c'est encore en discussion vraiment. J'ai juste un avant-projet de loi qui a été soumis aux partenaires sociaux. Le projet de loi officiel n'a pas encore été déposé. Il doit arriver début juin, a priori. Donc, tout peut rebouger. Mais je vous présente quand même ce vers quoi on semble se diriger. Donc, ça serait un régime allégé à moins de 100 salariés où vous recevriez juste une information sur les données utilisées pour le calcul, la méthode, les résultats de chaque indicateur. S'il y a un écart trop important dans une catégorie de salariés entre les salariés, il y aurait des mesures de correction à prévoir lors de normalement, ça passerait par la négociation obligatoire en matière d'égalité professionnelle, quand il y en a une dans l'entreprise, en l'absence d'accord par un plan d'action, à voir comment tout ça va s'articuler. Mais il y aurait une exception, comme je vous disais, un accord collectif pourrait prévoir qu'il n'y aurait pas besoin de déclarer cet indicateur-là, le cas échéant. Tout ça, c'est à suivre. Mais en tout cas, il y aurait moins d'obligations à moins de 100. Par contre, à partir de 100, ça devient beaucoup plus contraignant. Déjà, ça ne serait plus une simple information du CSE, mais ça serait info, consultation et transmission de l'avis du CSE à l'administration. Comment, quelle forme, quel calendrier, on ne sait pas trop. Tout passerait par un décret. Donc, déjà qu'il faut attendre la loi, il faudra attendre les décrets. On pourrait demander des justifications sur l'indicateur lors de cette information consultation. La loi le remet bien. Et surtout, la grosse mesure, c'est que quand l'écart de rémunération moyen est supérieur à un pourcentage qui serait déterminé par décret, la directive prévoit un écart de 5%, donc on risque de s'aligner, non pas sans certitude, mais
a priori, en cas d'écart de 5%, là, l'employeur devrait agir. Comment? Il aurait deux possibilités. Déjà, se justifier vis-à-vis de vous, s'il souhaite commencer par une justification, s'il a des raisons objectives, non sexistes, pour expliquer cet écart de rémunération entre les femmes et les hommes, de dire commencer par une information consultation, ou alors il commence sans vous consulter à mettre en place des mesures de correction et il fait votre consultation au bout de 6 mois. Donc il aurait deux façons d'agir, c'est au choix, à voir comment ça va s'articuler. Par contre, si c'est insuffisant, quoi qu'il en soit, si ce qu'il fait est insuffisant à résorber les écarts, si ça ne suffit pas que le 5% reste, là, il va y avoir ce qu'on appelle une évaluation conjointe. L'évaluation conjointe avec les représentants du personnel. Donc, la loi parle d'évaluation conjointe avec les représentants du personnel pour l'instant. Donc, CSE ou DS, on ne sait pas trop. A priori, comme il y aura un accord collectif, donc ça serait plutôt les DS en priorité, mais il faudra voir ce qui sera écrit dans la version finale. La directive parlait aussi juste de représentants du personnel. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment qu'on discute avec l'employeur des mesures de correction complémentaires plus poussées. En gros, OK, il y a un écart, maintenant, il faut le résorber. Donc, on va regarder vraiment les différences de rémunération et on va prendre des mesures maintenant. Et là, on va négocier dessus, il faut vraiment le faire. Et là, il y a une obligation de le faire dans un délai raisonnable, comme dit la directive, en étroite coopération avec les représentants du personnel. Donc là, un rôle important, effectivement, où l'employeur ne pourra pas se cacher et rien faire. Ça va être le gros du sujet. Est-ce que vous avez des questions? Le délai raisonnable, c'est quoi? Le délai raisonnable, en fait, à chaque fois, c'est compliqué. Ouais, on n'a pas de notion de délai raisonnable. On sait que sur les demandes de justification, la directive prévoyait 2 mois max. Mais là-dessus, je ne sais pas s'ils vont aussi rester sur un délai de 2 mois. C'est possible. Ça sera encore quelque chose à définir, mais c'est une notion vague, effectivement. Merci. Excusez-moi, je vais rebondir sur cette question parce que moi aussi, ça nous pose question les délais raisonnables. Donc, en gros, quand on parle d'un délai raisonnable, on peut se dire que c'est 2 mois? Je ne sais pas. Non, je vous disais, en tout cas, la seule délai qu'on a aujourd'hui dans la directive, c'est pour vous donner de l'information quand il y a des questions au départ. La directive a dit que le délai ne pourra pas excéder 2 mois. Là, le projet de loi, il prévoit sur un autre point, là, on n'est pas sur le même délai, puisque là, c'est carrément sur l'action, hein, alors que le délai de 2 mois, c'est pour de l'information. Qu'est-ce qu'un délai raisonnable? Moi, je raisonne peut-être par analogie. Je me dis, peut-être, on se dit, si déjà pour informer, il peut disposer de 2 mois, pour agir, on peut se dire, allez, c'est raisonnable peut-être de lui laisser autant. Mais en fait, on ne sait pas, hein, ça sera tranché en cas de litige par les juges. Hein. Des fois, il y a plein de délais en droit du travail, ou même en mois, c'est jugé trop long. Donc, j'ai aucune notion aujourd'hui pour vous dire vraiment ce que ça sera un délai raisonnable. Ça dépend aussi des actions, des discussions. Déjà, ça va dépendre s'il a bien ouvert les discussions avec vous, s'il y a un accord en cours de négociation. Et après, vous allez discuter aussi de combien de temps il vous faudra pour mettre en place les mesures. Voilà, s'il y a des mesures qui prennent plus de temps, oui, dans ce cas-là, on peut imaginer que le délai soit plus long pour résorber les écarts. Ça va être tout ça qui va être pris en compte pendant quel litige. Alors, je vais peut-être dépasser le sujet de ce webinaire, mais en fait, dans les formations CSE, il est indiqué que dans un délai raisonnable, on doit faire la formation CSE. Nous, on est un CSE pour 1 an et demi parce qu'on remplace le précédent qui a démissionné. Oui. Ça fait à peu près 7-8 mois qu'on est CSE maintenant. Donc, il en reste tout autant. Et comme c'est écrit délai raisonnable, on n'a toujours pas été formé. Donc, c'est ça que je comprends. Alors, normalement, sur la formation, dans tous les cas, c'est à vous de prendre l'initiative. Je ne sais pas si vous avez fait des demandes de formation, contacter un organisme. On a 33 devis, on a fait un tableau comparatif. Oui. Voilà, donc on a tout. Mais la direction fait traîner les choses. Donc, ouais. Là, après, vous pouvez commencer à parler au bout d'un moment des lits d'entrave et possibilité de contacter l'inspection du travail pour vous faire accompagner et mettre un petit coup de pression. Hein. Au bout d'un moment, voilà, ça va être la solution la plus adéquate dans votre situation. Oui, on déborde un peu, mais ouais, l'idée, c'est le problème du délai raisonnable. Mais là, oui, si ça traîne des mois sur de la formation CSE, c'est pas normal parce que l'idée, c'est de pouvoir exercer son mandat. Donc, on doit être formé en début de mandat, très clairement. Sinon, c'est pas en fin de mandat. C'est pour moi, ça va être un délit d'entrave au bout d'un moment. Merci.
Une autre nouveauté intéressante à discuter, c'est le point de vue sur la discrimination et la charge de la preuve. Il y a une mesure qui est dans la directive et dans l'avant-projet de loi. Aujourd'hui, non. Quand on parle de discrimination de façon générale, la preuve est partagée. Donc, par exemple, pour une discrimination syndicale, le salarié va apporter des premiers éléments de preuve selon lui, il a été victime d'une discrimination. Par exemple, il s'est passé tel fait, pour moi, c'est une discrimination. L'employeur va y répondre avec ses éléments à lui. Non, regarde, j'ai fait ça parce que j'ai tel élément objectif qui le justifie. Et les juges tranchent au vu des deux versions et c'est eux qui décident. Là, la directive prévoit que sur les nouvelles règles sur la transparence des rémunérations, la preuve appartiendrait vraiment à l'employeur. Autrement dit, le salarié victime, entre guillemets, qui n'aurait pas eu des infos, il n'a rien à présenter. C'est l'employeur qui doit dire pourquoi il n'a pas donné quelque chose. C'est à lui d'apporter des éléments objectifs pour se justifier. S'il n'arrive pas à le faire, réparation intégrale du préjudice, droit des dommages et intérêts pour les salariés. Dans la même lignée, des points importants, ce coup-là, je vais vous parler un petit peu sanctions. Là, pareil, je reste vague parce que ça fait que bouger les annonces. Donc, on a cette sanction-là qui est une réparation intégrale quand il y a eu un manque d'information, une discrimination. Il y a aussi, a priori, des sanctions qui vont peut-être être différentes selon le type de manquement, si c'est un manquement à l'index, si c'est un manquement aux offres d'emploi. Enfin, il y a plein de manquements possibles dans toutes les obligations que je vous ai dit. Globalement, la sanction principale qu'on voit aujourd'hui, ça serait des pénalités financières aussi pour l'employeur, qui seraient dissuasives. Donc, au maximum 1% des rémunérations gains versées, à voir, ça risque de rebouger aussi. Et à chaque manquement à la directive dans les 5 années précédentes, cette sanction pourrait être doublée. Donc, ça pourrait s'accumuler, à voir. Pareil, ça peut bouger, mais en tout cas, il y aurait des sanctions financières pour l'employeur, plus des possibilités de réparation pour les salariés. J'avance si c'est tout bon. On a bientôt, de toute façon, fait le gros. On pourra reprendre des questions après. Je vous ai fait un focus sur la partie calendrier. Donc aujourd'hui, on est au stade, on a une date au 7 juin qui est la transposition de la directive qui ne va pas être respectée. Donc c'est déjà une loi, c'est long, puisqu'il va déjà falloir qu'elle arrive en Conseil des ministres, qu'elle fasse la navette au Parlement et qu'elle soit publiée. Donc là, a priori, on a encore pas mal de discussions avec les partenaires sociaux qui trouvent la loi dans l'état actuel trop vague, trop de renvois au décret. Il y a plusieurs points qui ont l'air de poser question, qui vont peut-être rebouger. Donc moi, la seule chose que j'ai, c'est l'avant-projet de loi qui a été transmis aux partenaires sociaux, ce que je vous ai présenté, mais qui risque peut-être déjà de bouger même avant le passage au Parlement. Ça, on devrait le savoir assez vite. Au départ, c'était fin mai. Maintenant, on attend plutôt début juin en adoption au Conseil des ministres. Après, il y aura peut-être des premières discussions si ça arrive dans l'agenda avant l'été, mais ça risque d'être compliqué parce qu'il y a des vacances parlementaires en plus pendant l'été. Donc, on s'attend plus probablement à ce que ça bouge à la rentrée, à voir, et que ensuite la loi arrive en vigueur à partir de 2027. Ça, c'est le plus probable, sachant qu'il y aura des mesures échelonnées. Certaines seront dès le lendemain de la publication de la loi, comme dans le cas classique. Quand une loi est publiée, tout s'applique au lendemain de la publication normalement. Mais il y aurait des mesures plus complexes, notamment dans le cadre de l'index. On prévoit peut-être certaines mesures qu'en 2030 pour laisser le temps aux entreprises d'y arriver. Voilà, le projet de loi nous dira les dates, les échéances qui sera discuté à suivre, mais tout n'arrivera peut-être pas d'un coup non plus. En attendant, avec la date du 7 juin, il y a pas mal de flou juridique. On se pose des questions sur la possibilité pour les salariés qui ont des litiges en cours sur des questions proches de pouvoir invoquer la directive devant les juges en attendant la loi, puisque la directive, normalement, elle est applicable au 7 juin, voire même d'engager la responsabilité de l'État pour ne pas avoir transposé la directive dans les temps, vu qu'il y avait un délai de 3 ans. Bon, là-dessus, il y a des débats assez poussés, mais je ne vais pas y répondre là-dessus parce que le sujet est complexe, ça dépend du type de manquement. Mais en tout cas, c'est une chose à avoir en tête, si en litige, d'en parler avec son avocat en cas de procès, de se dire, tiens, j'ai entendu parler de ça, l'avocat sera à même de vous dire s'il peut s'en servir ou pas dans le cas échéant. Hop. Voilà pour moi le gros du sujet. Est-ce que vous avez d'autres questions sur la directive, la transparence des salariales?
n'hésitez pas. Hein. Voilà, c'est vraiment l'idée, c'est que c'est quand même une bonne amélioration pour les salariés. Hein. On va avoir beaucoup plus d'infos. Un vrai rôle pour le CSE, parce qu'on a vu qu'il y aurait des choses à faire, à discuter, à argumenter. Une réforme de l'index aussi qui va peut-être davantage servir à quelque chose qu'à l'heure actuelle. Mais encore pas mal d'incertitudes. Donc, on a fait un webinaire assez tôt, parce qu'il y a une date en juin, donc beaucoup de gens nous posaient la question. On s'est aperçu dans le cadre de l'assistance juridique, ils pensaient que tout arrivait début juin cette année. Et voilà, donc l'idée, c'était vraiment de vous expliquer, non, il y a des choses qui arrivent en droit européen, mais ce n'est pas encore retranscrit. Donc, essayer de démêler un petit peu où on en est aujourd'hui. On risque de refaire peut-être un webinaire au moment où il y a la loi qui arrive pour vous dire la version définitive. Mais voilà, déjà que vous ayez une notion des sujets sur lesquels on discute et des rôles que vous aurez, sachant qu'il y a pas mal d'entreprises, vu que le chantier est gros, qui commencent à anticiper la question des catégories, puisque le sujet est tellement vaste, donc de prendre la température, on entend pas mal de choses sur les entreprises qui commencent à y réfléchir. Il y a des branches aussi qui commencent à se mobiliser pour faire une version pour aider les entreprises sur ces catégories-là. Pas énormément encore au niveau convention collective, mais à suivre, vu qu'il y a encore un peu de temps avant la loi. Donc, tout ça, il faudra regarder comment ça évolue. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Non, c'est clair, merci. Oui, j'espère que ça a été assez clair pour vous. C'était très bien, merci. Super. Merci Eh ben, beaucoup. merci à tout le monde.